Donc, je suis Isabelle Bébéard et j'ai la chance, je suis très heureuse d'animer ce panel, l'accompagnement et le financement, le duo clé. J'ai de la chance parce que je vais pouvoir interviewer des personnes très compétentes dans ce domaine et qui ont beaucoup à raconter. Et j'ai de la chance aussi parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille depuis longtemps maintenant, depuis plus de 20 ans. J'ai commencé au début des années 2000 en investissant dans des fonds d'investissement qui eux-mêmes investissent donc dans des entreprises d'Afrique. Et puis tout au long de ma carrière, donc maintenant ça fait plus de 20 ans, j'ai toujours fait en sorte de garder cette activité dans mon escarcelle et de l'enrichir par d'autres pour contribuer justement au financement des entreprises africaines, au financement et aux accompagnements de l'entreprise africaine avec de l'assistance technique pour créer des outils de financement locaux, de la mise en relation avec notre plateforme digitale Euroquity. Donc c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur et je mets de l'Afrique dans quasiment toutes les activités qu'on a bien voulu me confier chez BPI France. Alors avant d'appeler donc nos panélistes, je voulais partager deux ou trois idées. D'abord, je pense que dans cette activité de financement et d'accompagnement, les institutions publiques, enfin les acteurs publics ont un rôle très important à jouer. Ils ne peuvent pas être tout seuls, bien sûr, mais ils ont un rôle important parce qu'ils peuvent d'abord donner un cadre stable, ils peuvent faire un effet de levier sur le privé, et puis aussi, ils peuvent bien sûr être contracycliques et financer des choses que le privé ne peut pas ou ne veut pas financer. Le deuxième sujet, c'est le financement local. Moi, je crois que pour réussir justement à créer cet écosystème, il faut absolument qu'il y ait des financements locaux. En Afrique, on sait bien qu'il n'y en a pas assez. Même si c'est en train de changer, puisqu'on voit qu'il y a maintenant des fonds de pension, des fonds de souverains, des banques, des assurances qui commencent à investir en Afrique. Et bien sûr, si vous voulez attirer des investisseurs étrangers, internationaux en Afrique, c'est mieux quand déjà localement les acteurs locaux misent sur le continent. Et donc il y a quand même pas mal maintenant d'actions pour encourager cet investissement sur le continent par des investisseurs locaux. Et c'est vraiment une question pour moi de souveraineté et de crédibilité. Et puis le troisième point, ça va surprendre personne. En Afrique, il y a un besoin de créer beaucoup d'emplois, un besoin de créer beaucoup d'emplois formalisés, donc beaucoup d'entreprises formalisées. Et pour ça, il va falloir aussi les financer et les accompagner. Et donc, je vais donc avoir le plaisir d'annoncer et de demander à mes panélistes de nous rejoindre. Et donc, comme je ne veux... Alors d'abord, je vais demander à Madame Aïssatou Mbodji, qui est donc la déléguée générale de la DER, la délégation à l'emploi rapide. Papa Amadou Sarr, qui est directeur exécutif de l'AFD en charge de la mobilisation et des partenariats. Voilà, vous pouvez vous mettre là. Papa, tu peux te mettre là. Voilà. Je vais maintenant demander à Monsieur Yaya Ouattara, qui est le DG du GUD PME, donc le guichet unique des entreprises de Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis Arnaud Adoveland, qui est directeur à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc on a 26 minutes. Donc je vais commencer par vous, Madame Mbodji. Et d'abord, je voudrais que vous nous rappeliez, parce que beaucoup de gens le savent dans la salle, mais pas tout le monde, comment la DER
articule le financement et l'accompagnement au Sénégal. Vous êtes maintenant une institution ancienne, d'ailleurs une des premières en Afrique sur cette forme. Et donc c'est vrai que vous avez quand même un rôle modèle. On a aussi son créateur sur notre panel. Et donc voilà. Et donc maintenant, voilà, justement, puisque le sujet c'est l'accompagnement et le financement du duo clé, comment vous articulez ce duo? Je vous remercie Isabelle. Permettez-moi de saluer la Bpifrance. Je viens de saluer son patron et tous les participants. Vous saluez vous-même, Isabelle, ainsi que tous ceux qui sont avec moi sur ce plateau. L'ADER, c'est la délégation à l'entrepreneuriat féminin des femmes et des jeunes. C'est pourquoi on l'appelle DER-FJ. C'est une délégation qui dépend de la présidence de la République, donc régie par un décret de fonctionnement, après une loi bien sûr votée en 2017. Et pour la petite histoire, ça m'a trouvé à l'Assemblée alors que j'étais dans l'opposition. Ce monsieur-là en sait quelque chose. Je l'ai beaucoup fatigué. Alors, aujourd'hui, l'ADER, son cœur de métier, c'est le financement. Et comme vous le savez, un bon projet doit être accompagné doit avoir comme support un accompagnement structuré. C'est pourquoi, d'où le duo accompagnement-formation. Notre cœur de métier, c'est le financement. Or, on ne peut pas financer un projet sans pour autant commencer par la formation. Et nous sommes allés plus loin. Là, on est adossé sur les 3 F, qui est la formalisation, la formation et le financement. Et c'est cette formation qui nous permet aujourd'hui d'être orientés, de mieux impacter, parce que nous avons en ligne de mire l'impact, qui est l'un de nos objectifs. Mais aussi, l'autre objectif défini par les autorités sénégalaises, c'est l'accompagnement de l'ADER au pouvoir public. Nous accompagnons les pouvoirs publics et nous puisons notre orientation des différents documents de référence de la République du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du référentiel 2050. Évidemment, les principaux axes du référentiel sont suivis par l'ADER et effectivement mis en œuvre par l'ADER. Donc, de cette opérationnalisation, nous tirons nos projets, nous tirons nos financements avec au préalable une formation qui nous permet de planifier d'abord. Parce que comme vous le savez, l'État du Sénégal a beaucoup planifié depuis longtemps. Plan 1, plan 2, cadre de référence, SND, stratégie de développement social, Sénégal émergent. Aujourd'hui, nous sommes au référentiel 2050. Mais tout cela doit être opérationnalisé par la formation. Donc ça, c'est ce que nous faisons, c'est notre quotidien, la formation et le financement. Et aujourd'hui, avec le monde et les défis du monde à relever, nous sommes à la formalisation. Parce que comme vous le savez, au plan juridique, il faut formaliser les unités économiques, il faut formaliser les projets et de cette formalisation, nous pourrons identifier les contraintes, identifier les difficultés. À l'ADER, à l'heure où nous sommes à la territorialisation. La territorialisation nous permet d'identifier les objectifs à la base, compte tenu des réalités. Ces mêmes réalités nous guident dans nos formations. Les réalités ne sont pas les mêmes. Il y a des objectifs spécifiques qu'on poursuit et qui nous permettent de mieux, effectivement, gérer nos curricula pour asseoir une bonne formation. Et de cette bonne formation partira le financement. On ne peut pas financer un projet, avoir un projet porteur sans une bonne formation. Donc moi je pense que c'est, comme vous l'avez dit, c'est un duo. Ils sont inséparables. Il faut commencer par la formation, commencer par la formalisation, la formation avant de financer. Et aujourd'hui, les défis sont la territorialisation. Donc on a intégré les terroirs pour mieux agencer nos formations. On a intégré les réalités et après, on verra tout à l'heure dans les discussions qu'est-ce qu'on en fera après, avant de parler de nos partenaires, parce que comme vous le savez, l'ADER a des partenaires, là des PME
est partenaire de l'ADER. 3 FPT et ADPME sont pour la formation, mais aussi il y a le sourcing au niveau de l'ANPEJ, il y a aussi la formalisation au niveau de l'APIX, ce qui fait un cercle où l'ADER est au milieu pour le financement, parce qu'il faudrait effectivement gérer tous ces problèmes avant d'aller vers le financement. Merci beaucoup. Yaya, vous êtes en train de... le GUD PME, c'est un petit peu le petit frère de l'ADER, il est beaucoup plus récent, donc vous êtes en train de lancer un nouveau guichet unique. Et voilà, il faudrait, je pense, vous expliquer quels sont les projets et comment justement vous allez articuler ce continuum de financement entre les banques, la garantie et l'accompagnement. Merci pour cette opportunité. Merci à BPI France pour cette lucarne que vous nous offrez pour présenter le guichet unique de développement des PME. Le GUD PME en abrégé est le résultat d'une réforme qui a été entreprise par l'État de Côte d'Ivoire depuis 2021, justement avec l'appui de BPI France et puis d'un cabinet local ES Partners. Donc, qui a abouti à la création du guichet unique de développement des PME. Le GUD PME, comme l'a expliqué Madame Bodji, est là pour centraliser toutes les actions, toutes les initiatives entrepreneuriales et de promotion de la PME. Par le passé, il y avait différentes initiatives disparates et l'État a pris, à travers une ordonnance, cette décision de mettre en place le GUD PME. Donc, nous avons à notre sein, et, vous l'avez dit tout à l'heure, un continuum d'appui et de service à la PME. Donc, c'est un continuum d'accompagnement et de financement. Alors, l'accompagnement se fait à travers une filiale qui existait déjà, qui a été reformée, c'est Côte d'Ivoire PME. Donc, cette filiale s'assure à ce que les PME deviennent compétitives pour faciliter leur accès au financement et au marché. Nous avons la deuxième filiale qui apporte des solutions de garantie pour dérisquer le financement aux PME. Donc, c'est la Société de garantie de crédit aux PME, qui a un agrément bancaire, qui est logé dans un autre ministère que nous, c'est le ministère des Finances et du Budget. Et à côté de cela, justement, nous avons ce qu'on a voulu faire comme avec BPI France, mais qu'on a dû revoir. On a un service qui s'occupe de développement de produits qui sont adaptés au financement des PME. Donc c'est là, en partenariat avec les institutions financières, avec banques, microfinance et puis d'autres partenaires techniques et financiers. Donc nous voulons être aussi... nous voulons être une sorte de banque de données pour tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et la PME. Pour cela, nous faisons des plaidoyers auprès du gouvernement pour mettre en place un cadre qui est incitatif pour les PME. Alors, à date, nous avons démarré l'activité depuis janvier 2023. Nous avons quelques réalisations. Nous avons pu accompagner à date près de 10 000 petites et moyennes entreprises avec un financement débloqué de près de 55 milliards de francs CFA, donc à travers principalement par la garantie. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité avec l'AFD, à travers un financement de 80 millions d'euros, c'est-à-dire 52 milliards de francs CFA, pour pouvoir accompagner 35 000 petites et moyennes entreprises. Cela permettra de créer des emplois décents, mais de contribuer significativement au produit intérieur brut. Comme vous le savez, aujourd'hui, les PME qui représentent plus de 90% du secteur privé ne contribuent qu'à hauteur de 20% du produit intérieur brut. Donc, le projet Choose Africa 2 vient comme une bouffée d'air pour le guichet unique de développement des PME et qui permettra en fait une opérationnalisation effective du dispositif. Merci beaucoup. Alors, on va parler de Choose Africa 2, justement, mais pour l'instant, justement, je me tourne vers Arnaud, parce que les 3 pays qui sont là font partie de ce programme. Mais donc, Arnaud, directeur à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, ce que vous faites
pour le financement et l'accompagnement des entreprises du Bénin et comment ensuite, quelles sont les perspectives dans l'écosystème pour justement être encore plus efficient et en accompagner encore plus et mieux. Merci. Déjà, pour commencer, merci d'avoir invité la Caisse de dépôt à cet événement. BPI, Caisse de dépôt, on est partenaire. Nous avons déjà travaillé sur plusieurs initiatives et nous en avons d'autres en cours. Donc, merci pour cette invitation et je présente les excuses de Madame la Directrice Générale qui n'a pas pu effectuer le déplacement sur Dakar. Alors, la Caisse de dépôt du Bénin, c'était le maillon manquant de la chaîne. C'est une institution publique de financement qui est un investisseur d'intérêt général de long terme. Son innovation, ce sont ses instruments d'intervention. On s'est rendu compte que l'écosystème, il y a des acteurs qui savent faire du financement, qui savent faire de la dette, qui savent apporter de la dette. Mais on s'est rendu compte qu'il manquait un maillon important, c'était tout instrument d'intervention et de renforcement du capital. Donc la Caisse de dépôt intervient dans le capital. On ne fait pas de dette en proprement dit parce qu'il y a l'écosystème bancaire qui est là, qui sait le faire, l'écosystème financier. Et donc, la vraie innovation qu'apporte la Caisse de dépôt, c'est ces instruments. Donc, renforcement de capital. Et elle est en mesure d'aller sur des cycles très, très longs. La deuxième innovation, ce sont les secteurs d'intervention. Nous intervenons dans les secteurs qui sont stratégiques et donc des secteurs identifiés comme étant prioritaires dans le programme d'action du gouvernement, notamment dans l'industrie, la transformation agro. On est aussi dans l'immobilier, dans l'énergie et dans les télécommunications. On est également présent dans tout ce qui est la chaîne logistique et les opérations portuaires. La troisième innovation de la Caisse de dépôt, c'est son appui aux politiques publiques menées par l'État. Donc là, on a parlé de la DPME. La Caisse de dépôt est un partenaire privilégié de l'Agence de développement et de promotion des petites et moyennes entreprises au Bénin. Et dans le cadre de ce partenariat, nous sommes un partenaire stratégique et l'agent fiduciaire du PAEB, le programme d'appui à l'entrepreneuriat qui est financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Nous jouons le rôle d'agent fiduciaire de ce programme-là, mais pas que seulement. Nous sommes un catalyseur. La Caisse de dépôt, il faut voir la Caisse de dépôt comme une institution qui permet d'attirer tout l'écosystème sur des projets lorsque toutes les conditions historiques ne sont pas réunies. Nous allons sur du greenfield, donc là où en général l'écosystème bancaire et financier ne veut pas aller. Donc en général, quand nous allons sur des projets, nous partons sur une feuille blanche avec le promoteur. Et donc dans le cadre du programme d'appui à l'entrepreneuriat, le PAEB, nous jouons aussi bien le rôle d'agent fiduciaire, mais également catalyseur de tout l'écosystème pour accompagner cette initiative-là. Nous sommes également partie prenante sur Choose Africa 2, voilà. Sur lequel nous n'allons pas juste jouer le rôle d'agent fiduciaire, mais être également un exécuteur d'un certain nombre de composantes directement logées au sein de la Caisse de dépôt. Donc voilà ce que je peux dire sur ce que nous faisons pour l'écosystème. Merci beaucoup et c'est une excellente transition pour passer la parole à Papsar. Alors Papsar, on travaille beaucoup ensemble puisqu'on travaille justement sur ce programme Choose Africa. Est-ce que tu peux un petit peu nous faire un point sur ce programme et puis sur ce qui reste à faire? Merci Isabelle et merci à Nicolas et toute l'équipe, Arnaud, Christophe et toute l'équipe pour tout le travail qui a été fait pour ce Inspire Connect au Sénégal. Et je pense aujourd'hui, les panels que nous avons vus ce matin et les interventions individuelles ont montré le rôle principal et moteur de l'entrepreneuriat dans les économies africaines. C'est ce que nous avons compris à l'Agence française de développement et le travail que nous faisons ensemble sous la houlette, ou je dirais en partenariat avec la Délégation générale d'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, tu te rapproches. La Caisse de dépôt et de consignation au Bénin, le guichet unique de développement des PME en Côte d'Ivoire et
l'Agence de développement des TPME en République togolaise. 4 pays pilotes. Et nous avons reçu l'autorisation de notre conseil de rajouter 4 autres pays que sont l'Angola, la RDC, la Mauritanie et le 4e pays, je ne me rappelle plus, le Kenya. Nous sommes en pourparlers avec ces 4 pays justement pour les accompagner à déployer 1 milliard d'euros pour accompagner les entrepreneurs de ces pays sur le modèle de ce que nous avons fait avec la DER. Madame Baud l'a dit tout à l'heure, 2 programmes phares, le PAVI 1 et le PAVI 2 qui vient d'être lancé récemment, avec comme objectif principal de structurer des financements en dette, en garantie, en prise de participation, mais aussi, vous l'avez dit depuis tout à l'heure, la formalisation. Aujourd'hui, il est clair que donner de l'argent aux entrepreneurs pour créer des projets sans les accompagner, sans l'assistance technique, sans la formation, sans la mise en place. Merci. OK. Merci. Merci Juliette. Aujourd'hui, l'objectif étant de faire la triptyque financement, formation, formalisation, nous assurer que les entrepreneurs qui reçoivent les ressources soient capacités, soient dans les meilleures conditions pour pouvoir mettre en œuvre le projet, rembourser et faire le relais à d'autres personnes. C'est ce que le gouvernement français a compris pour aider les gouvernements africains qui souhaitent le faire, mettre en place ces dispositifs publics, mais qui continuent de travailler avec le privé. Il y a Grégoire de Padirac qui est là, mon collègue de Digital Africa, qui va venir tout à l'heure parler de ce qu'est fait notre filiale ProParco sur l'accompagnement des startups du côté privé. Mais nous, du côté public, nous sommes bien conscients de ce besoin qu'ont les gouvernements africains de structurer ces banques publiques fortes qui puissent pouvoir accompagner les économies dans leur essor en mettant en place des instruments de garantie, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi de financement direct pour pouvoir régler le problème des entrepreneurs jeunes et femmes qui n'ont pas accès au crédit bancaire parce que trop risqué ou souvent n'ont pas de track record en matière bancaire. Donc ce travail que nous faisons ensemble, sous la houlette de Rémi Rieu et de Nicolas Dufour, est quelque chose qui est essentiel pour les pays africains. Très bien. Donc là maintenant, il nous reste 2 minutes chacun, peut-être pour apporter une conclusion. Je te laisse, tu as la parole, je te laisse continuer. Madame la ministre parlera en dernier. Okay. Très bien. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Pour toi, qu'est-ce qu'il reste à faire en fait? Comment est-ce qu'on peut encore booster en fait cet entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire tous ensemble? Je crois profondément que le continent africain ne peut se développer sans ces entrepreneurs. Des gens qui ont les moyens financiers, capables de prendre des risques, capables de développer des projets dans tous les secteurs, que ce soit dans l'agriculture, dans l'énergie, dans l'industrie, dans les infrastructures, pour mettre en place des champions nationaux, créer de grands groupes. Ça, l'État ne peut pas le faire. L'État n'a pas les moyens de le faire. Il faut faire confiance à ces entrepreneurs, leur donner les moyens financiers, techniques, l'accompagnement qu'il faut, l'espace réglementaire qu'il faut pour leur permettre d'avoir une sécurité pour leurs investissements, pour avoir la possibilité de se déployer, pour avoir la possibilité de passer à l'échelle et traverser, aller dans les autres pays du continent à travers la ZLECAf, mais aussi exporter à l'étranger. Parce que notre objectif, c'est quand tu donnes 1 million, 2, 3, 4, 5 millions d'euros à une entreprise, Mabouba Diagne l'a dit tout à l'heure, pour faire de l'aviculture. L'objectif n'est pas seulement de subvenir aux besoins des marchés locaux, mais de pouvoir aller dans la sous-région et faire plus. Donc nous, notre rôle en tant que banque publique de développement, c'est d'accompagner justement ces jeunes entrepreneurs, femmes et hommes, avoir les ressources nécessaires, avoir le coup des franches pour aller franchir d'autres échelons. Et nous sommes là pour faire ça et nous allons le continuer avec les 8 pays dont j'ai mentionné. Parfait. Yaya, quelques mots de conclusion sur ce qu'il vous reste à faire, ce qu'il vous faudrait pour réussir votre challenge? Merci Isabelle. Le défi du financement de la compétitivité des PME est très complexe et a besoin de toutes les forces vives autour de cette problématique-là. C'est en cela que nous apprécions ce partenariat entre agences de développement, agences d'État et le secteur privé, c'est-à-dire le secteur financier,
pour booster le secteur des PME. Donc nous pensons qu'avec les initiatives qui arrivent, nous allons pouvoir faire éclore tout le potentiel des entreprises en Côte d'Ivoire. Et nous avons un programme qui est lancé, c'est le programme Pépite, qui permettra d'identifier des entrepreneurs à l'image du Nigeria, des entrepreneurs qui peuvent aller à échelle pour attaquer le marché régional à travers la ZLECAf, mais aussi international. Donc nous sommes très confiants qu'avec de tels accompagnements comme celui-ci, nous allons pouvoir faire de nos pays des véritables pays émergents. Merci beaucoup. Bravo. Arnaud? Ben, très rapidement, on a compris qu'on ne peut pas réussir notre mission à la Caisse de dépôt sans avoir dans notre portefeuille des projets que nous finançons, mais qui sont portés par des entrepreneurs femmes. Les critères aujourd'hui d'éligibilité pour bénéficier des financements de la Caisse de dépôt font que nous n'avons pas beaucoup de promoteurs femmes. Et donc, on a pris sur nous de mettre en place une initiative pour permettre d'avoir des projets qui sont financés par des femmes. Donc, que ce soit aussi bien en accompagnement pour structurer les projets, pour bénéficier, même si ce n'est pas directement des outils d'intervention de la Caisse de dépôt, mais les préparer à pouvoir avoir accès au financement. Donc, ça ne peut pas, on ne peut pas réussir ce challenge du financement de nos PME et de nos entrepreneurs sans mettre un accent particulier sur les projets portés par les femmes. Et c'est un combat que la Caisse de dépôt voudrait mener également parallèlement à toutes les autres initiatives sur lesquelles nous sommes. Excellent. Et donc, Madame la Ministre, vous avez le dernier mot. Voilà, Isabelle, je vous remercie. Je pense qu'aujourd'hui, le jargon a évolué et on ne parle plus de formation, mais d'accompagnement non financier, puisque ça précède l'investissement, ça précède le financement. Or, l'accompagnement financier, non financier, c'est-à-dire qui précède l'investissement, est un outil stratégique, c'est-à-dire tous les moyens mis en œuvre pour capaciter l'entrepreneur, pour le préparer, pour accueillir le projet, pour faire migrer l'informel vers le formel, pour moderniser nos entreprises, pour renforcer l'inclusion économique des jeunes et des femmes à l'ADER, mais aussi pour créer un tissu économique plus résilient, plus compétitif et plus durable. Ce qui est sûr et ce qui est factuel aujourd'hui, c'est que la qualité de l'accompagnement conditionne fortement la viabilité du financement. Donc, ne serait-ce que pour sécuriser le financement, il faudrait mettre tout en œuvre dans le cadre de l'accompagnement non financier pour effectivement orienter, guider et permettre à l'entrepreneur de faire prospérer son projet, de rendre la viabilité à son projet. Très bien, merci. Donc si je peux faire une rapide synthèse de ce que vous faites. Donc c'est l'accompagnement et le financement qui sont bien sûr, comme le titre l'indiquait, deux cordes indispensables à notre acte. Il faut un écosystème, de la coopération entre les différents acteurs, une bonne coopération, une bonne coordination pour que ce soit simple pour l'entrepreneur. Et puis, bien sûr, il faut du financement. Et ça, dans les pays dans lesquels il y a une caisse des dépôts, c'est quand même un très grand atout. Et puis, les bailleurs de fonds comme l'AFD peuvent aussi remplir ce rôle afin de donner du fuel à toutes ces entreprises. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci.